Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Premier podcast pour moi en 2024. J'en profite pour souhaiter à toute mon audience une année succulente, savoureuse, vitaminée et passionnante. Vive le fait maison et le partage gastronomique. Chaque tablée au studio incarne un pan de l'engagement culinaire et ce matin, je suis très très fière de recevoir au micro Julie Méchali, une photographe artiste nourrie aux rêves et aux esprits, une épicurienne pour qui les sens font sens, une artiste pour qui la lumière est l'origine de toutes les beautés. Bonjour Julie. Bonjour Virginie, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Élizy Gallas, une chef cuisinière qui laisse la priorité à une alimentation saine, colorée, la créatrice des Élisades, qui reflète la diversité du terroir francilien et l'appétence pour le local. Bonjour Élise. Bonjour, merci. Éléonore Ricard, une naturopathe engagée qui souligne dans son e-book son rapport holistique à la nutrition et au végétarisme. Bonjour Éléonore. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Et Thibaut, le seul homme de la tablée, Thibaut Pouelvillain, fondateur de l'entreprise Pils, spécialisé dans les métiers de l'hospitalité et de l'événementiel qui apporte du peps aux expériences collectives. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous et santé. Alors Julie, on commence avec toi. Comment t'es-tu sensibilisée à l'art de la photographie ? Ça va peut-être paraître bizarre, mais je suis arrivée à la photographie par le monde de la musique, puisque je faisais partie d'une école de musique quand j'étais adolescente. Et très vite, je me suis investie dans la musique et les arts sonores. Et on m'a confié l'organisation de spectacles, ce qui a fait que j'ai commencé à côtoyer des ingénieurs son et lumière. Et puis là, avec la lumière, ça a été une vraie rencontre. Donc, bon an, mal an, la lumière m'a menée à la photographie et me voilà photographe. C'est quoi pour toi être photographe ? C'est au-delà de l'étymologie qui veut dire, du coup, écrire par la lumière ? Oui, écrire par la lumière et immortaliser surtout. C'est être observateur de scènes de vie, de la vie en règle générale, mais c'est aussi une philosophie. C'est une philosophie qui nous mène à nous questionner sur le rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Puisque très beau. On peut développer le propos, mais la lumière intérieure et la lumière extérieure se rejoignent à travers une photo. Là, tu nous scotches. Alors, nous sommes lundi matin. Bienvenue. Philosophie, introspection, intériorité, on aime. Oui. Donc, toi, tu lis de manière assez intime. Donc, la photographie, donc ton expression par la photo et l'expression de soi. Il y a une expression de soi, une expression de l'autre. En fait, c'est toujours une écoute de l'intérieur et de l'extérieur, de l'autre et de soi. Et une traduction, puisque la lumière a ça de magnifique, qu'elle révèle, qu'elle sublime, qu'elle permet de focaliser l'œil à un endroit précis. Et si on éloigne ce propos juste de la photographie, c'est la même chose en soi. Les zones obscures ne sont que des zones pas éclairées et peu connues. Donc finalement, c'est tout un trajet, une philosophie de vie que la photographie à travers la lumière. Bien, alors on va... C'est magnifique, Julie. Merci, très bien dit. Alors, Éléonore qui sourit depuis tout à l'heure. Je sens que ça me parle beaucoup. Alors, toi, tu viens ici. Alors, tu es déjà venue il y a pas mal de temps. Je crois que tu étais l'épisode 5. Alors, on travaille beaucoup ensemble, Éléonore et moi. Et là, tu as sorti un e-book. Oui. Donc, je voulais te recevoir pour cet e-book. Merci. Raconte-nous la genèse de cet e-book qui est sorti, du coup, le 8, lundi dernier. Oui. Alors, en fait, c'est né de... Déjà, j'avais envie de sortir un e-book de recettes depuis un certain temps, en tout cas un livre de recettes. Là, il est sous format numérique. Et j'ai rencontré Camille, qui est photographe culinaire, donc au cours du podcast numéro 5.
Et en fait, on a décidé d'échanger, elle et moi, nos compétences. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Et du coup, voilà, je lui fais une consultation de naturopathie. Elle me dit, je vais t'offrir des photos et autant mettre ces photos dans un projet. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et l'idée était donc de mettre le végétarisme à l'honneur parce que c'est mon identité culinaire depuis 12 ans maintenant que je suis végétarienne. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et le projet, au début, on tâtonnait un petit peu, on savait pas trop sur quoi partir. Et en fait, l'idée après a émergé et on s'est dit, on va partir sur une initiation un petit peu au végétarisme en végétalisant des recettes que tout le monde connaît à peu près, pour mettre en valeur tout ça et montrer que manger végétarien est accessible et bon aussi. Alors, du coup, tu peux nous faire un petit point pour tous les néophytes, la différence entre végétarisme et végétalisme? Oui, alors végétarisme, c'est on ne mange ni viande, ni poisson, ni mollusques, ni crustacés, donc pas d'animaux en fait. Végétalisme, on mange pas d'animaux, mais en plus, on exclut les produits d'origine animale. Donc, pas de lait, pas de beurre, pas de miel non plus. Tout ce qui implique, entre guillemets, une exploitation animale. Encore différent du véganisme. J'étends un peu ta question. Bien sûr. Qui est le véganisme, qui est carrément un mode de vie. Donc, du coup, en fait, quand on est végane, on est végétalien, donc au niveau alimentaire. Et en plus de ça, on exclut tout ce qui vient des animaux dans son mode de vie, donc dans tout ce qui est cosmétique, vêtements, chaussures, tout. Donc pas même de cuir, les activités. pas de laine. On fait pas de poney. Voilà. Moi, à 42 ans, je ne fais plus de poney. Mais bon, voilà. Par exemple, ou alors le zoo, tous ces trucs-là, quoi. D'accord. Okay. Voilà. Alors, Élise, je fais le pont vers toi, parce qu'il y a un trait d'union avec Éléonore. Sur ton site, j'ai pu lire cette phrase qui m'a beaucoup percutée. « Manger sainement ne signifie pas renoncer au plaisir gustatif », car oui, on a tendance à confondre. Est-ce que tu peux nous faire une petite piqûre de rappel par rapport à cette philosophie, ta philosophie du bien manger, du vrai manger ? Oui. Alors effectivement, c'est vrai que très souvent, lorsqu'on parle d'alimentation saine, on pense tout de suite à un programme soit minceur ou de perte de poids. Et on a tendance à se restreindre, en fait, à pas vouloir consommer de tartes au chocolat, etc. Ce genre de choses. Choisir entre la feuille de salade sans vinaigrette et la tarte au chocolat dégoulinante. Exactement. Très bien, là, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai en fait que l'idée en fait que j'essaie de véhiculer en tout cas, c'est de savoir en fait qu'il est possible de manger, de se faire plaisir, de pas oublier le plaisir en fait lorsque l'on mange, et en faisant tout simplement attention à la consommation, à la teneur surtout en sucre ou en matière grasse dans ces repas, mais c'est pas ça n'exclut pas le plaisir en tout cas. Donc, voilà. Quelque part, c'est une éducation en fait. Bien sûr. Parce que c'est l'éducation évidemment des parents déjà. Alors tout est lié aussi, je pense, au fait maison. C'est-à-dire que plus tu vas avoir le réflexe et l'éducation chez toi d'aller au marché, de prendre des fruits, des légumes, de faire ta propre salade plutôt que d'acheter la salade en sachet ou qui est bourrée d'additifs. C'est le temps en fait. Il faut cultiver les gens, éduquer les gens à cultiver le temps pour justement bien cuisiner. Exactement. Et c'est vrai que de nos jours, c'est beaucoup, on a beaucoup de mal avec le quotidien, le travail, etc. Mais en même temps, c'est essentiel parce que en cuisinant déjà soi-même, ça nous permet déjà de mieux se familiariser avec les produits. Lorsqu'on a des enfants, ça nous permet aussi de transmettre, que ce soit les belles richesses qu'on a en matière de fruits et légumes qu'on peut avoir autour de nous. Mais c'est aussi réapprendre à manger. Voilà. Donc je dis réapprendre, pourquoi ? Parce que on est souvent dans la formule sandwich. Je suis pas contre les sandwichs, mais on est souvent sur cette formule du manger rapide, tout de suite, voilà. Et en fait, le fait de prendre le temps de cuisiner, en fait, on se rend compte que il y a plus d'apports déjà nutritifs dans ce que l'on a. Et puis ça fait du bien aussi à tout le monde d'un point de vue de la santé, parce que je mets ça aussi en avant, le bien-être, la santé. Lorsque l'on passe au fourneau soi-même, on a cette
ce réflexe en termes de teneur, d'apport de matières grasses, de sucre qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est dans une alimentation rapide, du fast-food ou et non raisonnée, du coup. Et non raisonnée, oui. Donc ça, c'est ce que tu veux faire avec les Élisades. Depuis quand tu as créé les Élisades ? Alors, en 2017, j'appelle l'année de la Renaissance. 2017, parce que j'avais commencé avant et en fait, j'avais une consommation qui n'était pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. Donc, je mangeais beaucoup gras, beaucoup sucré, etc. Et en même temps, j'avais cette envie de manger différemment. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un univers, en fait, ma mère qui est des terres, hein, donc je suis originaire du Gabon. Et au Gabon, en fait, ma mère, elle est des terres. Donc, on mangeait beaucoup de légumes, de fruits et autres. Et j'avais toujours, ce petit côté, en fait, qui me ramenait à ça, à l'essentiel. Et j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont ramené à l'ordre rapidement. Donc j'ai été carrément opérée, on m'a retiré la bile et je me souviens, le médecin m'a dit en fait que en fait c'est une petite poubelle ce que vous avez. Et donc ça m'a quand même fait un bon choc. Ouais, un petit électrochoc. Voilà. Hein. Ouais. Et je me suis dit mais en fait je peux pas le véhiculer dans les Élisades, c'est pas possible. Donc du coup 2017 j'ai tout modifié, la carte, la façon de voir maintenant l'aliment et de le consommer. Julie, tu avais une question. C'est pas vraiment une question, en fait, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur d'aborder, mais la réalité, c'est que la santé est dans l'assiette. Et plus de 60% des maladies sont véhiculées par une mauvaise alimentation, il faut le savoir. C'est un problème de santé publique, je pense qu'on devrait en parler. On devrait même faire des programmes d'éducation alimentaire à l'école. Oui, on devrait le politiser davantage parce que la réalité, c'est que quand on mange mal, on traite mal son corps. Et c'est malheureux, mais personne n'est au courant, quoi. On le dit sans le dire. Après, c'est. Il faut le dire, en fait. Faut pas sans le dire. C'est une question. C'est vrai que c'est une question de responsabilité et individuelle. Après que l'État s'en charge, c'est vrai que les cours de cuisine, on en parle de plus en plus. Qu'on le remette à l'honneur. Je pense que ça pourrait être intéressant de le mettre dans l'éducation nationale. Le programme. Apprendre à bien manger, apprendre avec son corps. Oui, parce que c'est pas la semaine du goût, une semaine en octobre. Oui, c'est vrai que c'est pas suffisant. Et puis d'un point de vue totalement politique, si ça peut éviter des maladies, c'est bon pour la sécurité sociale. Exactement. Ça fait des économies. Donc non, on peut le prendre sous différents aspects, mais la santé par l'assiette est quelque chose d'essentiel. Merci pour cette digression. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Enfin, moi, la première, comme je suis passée par là, et on se dit, oui, bon, ça va. Et pourtant, je faisais du sport, en fait. Mais même d'un point de vue physique, physiologique, il y avait des changements, en fait, et je comprenais pas forcément. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourtant, je suis active, je bouge, etc. Mais c'est vrai que de se rendre compte, en fait, que tout ça, en fait, ça a véritablement un impact sur notre intérieur, en fait, plus que l'extérieur. Mais c'est vrai que ça donne tout de suite envie de le porter autrement. C'est-à-dire, je fais du traiteur, de l'épicerie fine, mais on va le voir autrement, avec moins de sucre, moins de gras. Et puis, on n'oublie pas le plaisir, parce que, la vérité, c'est que moi, j'aime bien toujours mes tartes citron et autres. Mais c'est vrai que ce sera déjà différent. En termes de teneur et de taux de sucre et de matière grasse. Et finalement de cohérence par rapport au message au signal que tu veux envoyer. Et de transmission. Et de transmission, toujours. Hyper important. Merci Élise. Merci. Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Virginie. Alors, toi, tu t'appelles Pils. Ça veut dire quoi, Pils? Parce que moi, ça me parle beaucoup. Quand j'ai appris ce que ça voulait dire, j'ai dit, non, mais c'est fait pour bien s'entendre. Pils, ça part de mon attrait pour les agrumes en général. Pils, c'est le zeste que tu vas prélever sur l'extérieur de tout type d'agrumes. Et étant cuisinier d'origine, de formation, ayant dévié vers la pâtisserie, le service en salle, puis le bar. Oui, t'as tout fait. Oui, j'ai une expérience assez complète des métiers de la restauration et de l'hôtellerie aussi, puisque j'ai fait un peu de réception. Et de conciergerie, puisque tous les métiers mêlant le contact client et la gourmandise m'ont toujours intéressé. Et puis je suis un grand curieux, donc oui, Pils vient effectivement du zeste que tu as prélevé de l'agrume, zeste que tu peux utiliser, je vais pas te l'apprendre, dans les plats, dans les vinaigrettes, dans les sauces, et principalement dans les cocktails, avec et sans alcool. Et moi, on s'est rencontrés donc au moment où toi tu faisais des cocktails, parce que moi je faisais la cuisine.
Et tu as fait des cocktails de dingue. Des cocktails, on va dire, qui avaient une cohérence avec tes plats. Ouais, ça j'ai trouvé ça. Cohérence sur le profil aromatique qui se complétait, au niveau de la texture aussi, et au niveau du visuel également. On avait beaucoup de similitudes, et étant donné que je suis vraiment un passionné de cuisine, tout ce que tu as proposé m'a tout de suite inspiré. Super. Oui, on s'est bien trouvé. Ouais. Du coup, tu peux nous dire exactement ce que c'est qu'un mixologue ? On parle beaucoup de mixologie. Alors, la différence, par exemple, toute bête, entre un barman et un mixologue. Ou un bartender et un mixologue. C'est sensiblement la même personne, hein. Le barman, moi j'aime bien ne pas cantonner le barman au côté vraiment 18h, 22h, c'est-à-dire bar de nuit, apéritif, etc. Le barman, pour moi, c'est aussi la personne qui va te servir ton petit café du matin, qui va faire attention que t'aies ton petit journal, que tu sois bien, et qui t'appelle par ton prénom. C'est aussi le barman et la personne qui va t'apporter la convivialité au quotidien. Et voilà, pas seulement pas seulement au temps de l'apéritif. Là où le mixologue, par exemple, va plutôt intervenir sur ce créneau-là. Le mixologue, quand tu vas chez un mixologue, j'aime pas vraiment ce mot personnellement, parce que ça fait un peu personne avec une chemise blanche, tu vois, qui va faire un petit peu d'éprouvettes par-ci, un petit peu d'éprouvettes par-là. Mais mixologue, pour répondre à ta question, c'est quelqu'un qui va mélanger plusieurs choses dont tu n'aurais pas soupçonné l'accord. Donc on est sur l'idée d'un créateur. Complètement, ouais. C'est ça. Ouais, qui va associer plusieurs ingrédients sous plusieurs formes et qui va te surprendre. Et toi, ça fait combien de temps que tu aimes te spécialiser là-dedans ? Moi, j'ai découvert le bar à Londres. Ça a été une grande expérience pour moi il y a maintenant 15 ans. Ah oui ? Oui, ouais. Et du coup, Pils, moi au début, je pensais que c'était spécialisé accord mais cocktail, mais pas du tout. Non. C'est beaucoup plus vaste que ça. En fait, Pils, je suis parti vraiment de cette accroche pour les agrumes. Ça a dévié sur le fait d'utiliser énormément les zestes et les tailler de manière différente pour des décorations lors de concours de cocktails. Ça a été une découverte des agrumes japonais quand je suis parti là-bas. Et tout ça pour dévier sur la création de Pils il y a 3 ans autour du champ sémantique de l'agrume, qui est très vitaminé, péchu, frais, vital. Voilà, et du coup, je suis parti complètement dans un délire tout seul sur le fait que l'entreprise apporterait vitalité et vitamine au métier de bouche. Super. Donc, tu es organisme de formation également. Oui, ouais. J'ai commencé lors de cette belle période de janvier 2021 en créant l'organisme de formation, et sans le vouloir, ça a tout de suite hyper marché, très très fort. Puisque pendant cette période, on a tous été mis à l'arrêt, métier de bouche à 90%, sauf les cavistes et les épiceries. Oui, parce que... Dieu sait qu'on les a fait vivre, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais voilà, nous, les restaurateurs et les hôteliers, je crois qu'on est tous d'accord. Mais on a été mis à l'arrêt, on va dire, de manière obligatoire. Donc on s'est rendu compte, nous, restaurateurs hôteliers, qu'on avait des droits à la formation, qu'on n'avait jamais le temps de les utiliser, que c'était enfin le moment pour les utiliser. Donc, je peux le dire parce que c'était légal, mais j'ai jamais autant sillonné la France que pendant le Covid. C'est super, tu disais que tu étais curieux, tu en as profité pour nourrir cette curiosité et t'enrichir. En fait. J'ai découvert le lac d'Annecy, le Beaufort, l'Alsace et le Sud-Est. Voilà. Donc non, génial, absolument. Et justement, l'idée de Pils, c'est de transmettre ces années d'expérience sur les métiers de bouche, restauration et hôtellerie à 360 aux gens qui en avaient besoin. Voilà. Très bien, belle ambition. Très intéressant. Julie, Oui. quels sont les éléments visuels qui t'inspirent le plus dans ton travail et ta créativité ? Absolument tout. Oui, j'ai l'impression que tu aimes tout. C'est ça qui est très riche. Il y a forcément les textures, les matières, les couleurs, tout ce qui nous rend vivants en fait et qui fait que la nature est si belle et si merveilleuse, qu'on retrouve aussi dans le culinaire avec le végétal, le floral. Tout ça, c'est une palette de couleurs incroyable. Donc forcément... Toi, tu photographies autant les aliments que les individus ?
Je fais un peu moins les individus, oui, en fait. Mes stars sont des tomates, des concombres, des courgettes. Tu vois. Donc, non, en fait, je peux photographier les individus. Ça m'arrive, évidemment, en tant que photographe, de photographier les individus, mais j'ai vraiment une approche qui est très liée à la nature et aux produits. Parce qu'il y a une palette de couleurs, de textures, de matières qui est aussi grande, voire plus grande encore que celle d'un peintre. Donc c'est assez fabuleux, quoi. Tu peux créer des tableaux assez fantastiques avec la matière alimentaire. Du coup, qui sont tes clients pour ta photographie culinaire ? Tous ceux qui sont amenés à nous faire manger ou boire. Mais c'est plutôt des marques, c'est plutôt des chefs individuels, c'est des restaurants. J'ai travaillé à tout. Oui, j'ai un peu touché à tout. J'ai travaillé autant avec des individuels qu'avec des éditeurs, avec la presse, avec des marques, des agences de publicité. Et puis maintenant, comme je fais aussi de l'art à côté, maintenant ça va dans les galeries. Et j'espère bientôt les salles des ventes. Mais la réalité, c'est que tout intervenant de l'agroalimentaire ou tout intervenant des milieux, des métiers de bouche, sont amenés à travailler avec moi d'une manière ou d'une autre. Très bien. Et quelles sont les 3 prestations dont tu es la plus fière ? Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà, Julie ? Eh bien, écoute, cette année, je fête les 20 ans de mon entreprise individuelle. Bravo. Donc, je me suis lancée très vite après le BTS photo, puisque j'ai fait un BTS pour avoir les bases techniques. Mais très vite, j'ai compris que je voulais travailler. Et je peux pas dire qu'il y ait 3 prestations particulières. Ou en tout cas, quelque chose dont tu te souviendras toute ta vie parce que ça a été à la fois peut-être la rencontre avec la personne qui t'a mandaté, avec le résultat, le chemin. C'est pas vraiment les réalisations, c'est plutôt des moments de vie qui ont marqué le chemin et qui m'ont particulièrement émue. Parce que ça a révélé que ce que je faisais avait une portée peut-être un peu plus grande que ce que j'imaginais. Je vais prendre quelques exemples, mais une fois, j'ai été faire une exposition collective sur l'alimentaire, forcément. Et un photographe très talentueux qui exposait pendant cette exposition, il est venu me voir et m'a dit il fallait que je te rencontre parce que c'est grâce à toi que je fais ce métier. Je dis pardon, comment c'est possible ? Il me dit non, mais quand j'ai vu tes photos, la lumière, ton approche de la lumière, j'ai senti en moi que c'était une évidence et que c'était ce que je voulais faire. Et ça m'a complètement bouleversée. Ça t'a rendu fière aussi, quand même. Je sais pas si je peux parler de fierté, c'est plus une émotion, en fait. Je fonctionne beaucoup à l'émotion. C'est ce qui guide tout mon trajet, à vrai dire. C'est la quête de sens qui est derrière le fait d'être photographe. C'est que quelque part, et je pense qu'on est tous autour de la table, guidés par l'émotion, la passion de ce qu'on fait ou l'amour de notre métier, et que c'est ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait. Pour le dire d'une façon très, très classique. Donc voilà, ce genre de moment, moi, me bouleverse, et c'est ces moments d'émerveillement qui nous permettent de nous dire qu'on est sur le bon chemin, je crois. Et justement, comment tu arrives à concilier à la fois le côté très pratique, technique de ce que tu fais, de ce que tu sors, de ce que tu touches, et l'émotion que tu vas susciter sur l'image. Alors, on a parlé un peu philo en off. Mais la philo sera toujours un peu dans mon discours, malheureusement pour toi, ou heureusement pour toi, je ne sais pas. J'adore la sagesse, c'est ce qui nous guide, la sagesse. J'ai très vite compris qu'il fallait que je m'aguerrisse de tout ce qui était technique. Donc, j'ai fait des formations pour apprendre la technique. Et j'ai compris, comme un peintre ou comme un artiste, quel qu'il soit, qu'il fallait que la technique soit acquise pour qu'elle ne soit plus une question. Donc, les premières années ont été de forger la technique. Et même encore aujourd'hui, on apprend tout le temps. On a une évolution technologique qui est permanente. Donc, forcément, on apprend. Mais la réalité, c'est que, en fait, tu te poses pas la question. Quand tu veux créer, c'est l'émotion qui te guide et c'est l'émotion qui donne le ton, qui donne la direction et qui définit finalement la photo. C'est pas nous qui décidons. Nous sommes que des médiums de réception d'informations. On regarde, on observe, on apprend. Et la texture, la matière, le produit va nous dire j'ai envie d'aller par là ou j'ai envie d'aller par là. Alors, est-ce que j'ai plutôt à gauche, à droite, avec quelle couleur, avec quelle texture, avec quelle matière, avec quel fond, avec quelle vaisselle ? Alors bien sûr, on a des cahiers des charges à respecter aussi, on les intègre,
Mais un produit peut tout remettre en question parce qu'il peut d'un coup se mettre à rayonner d'une certaine manière sur une matière et pas du tout sur une autre. Et j'imagine que tes clients aussi, s'ils viennent à toi, c'est qu'ils connaissent cette philosophie qui t'incarne, que tu incarnes. Et du coup, ils te laissent quand même grosso modo une belle carte blanche. Ça dépend des cas. Parce que tu parles de cahier des charges, tu as des briefs qui peuvent toi t'enfermer. De toute façon, quand on travaille pour une marque, par exemple, on travaille pour l'image de la marque. Donc, il faut quand même s'intégrer dans l'image de la marque. Et même si on vient de me chercher pour un savoir-faire ou une pâte particulière, une lumière particulière, il faut que je sache m'intégrer dans une logique de marque. Donc, mais ça, tu peux garder ta créativité pour ça. La créativité est primordiale, de toute façon. Si on veut toujours... Enfin, je ne sais pas combien d'images j'ai créées dans ma vie, mais si on faisait toujours la même image... ce serait pas très intéressant. Tout comme si on faisait le même menu. Exactement. Ce serait ennuyeux. Très ennuyeux. Mon Dieu. Ou le même cocktail. Non, ce serait très ennuyeux. Ouais. Ça serait très toujours aller plus loin, en fait. Oui, et puis finalement, et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans la vie, c'est apprendre à s'émerveiller tout le temps. Bien sûr. S'émerveiller d'un petit détail. Je vois... une goutte de rosée sur un pétale de rose, je suis en pamoison, quoi. Donc, donc t'imagines qu'un petit accident sur un concombre, une petite sauce, une goutte d'huile, d'un coup, moi je suis comme une gamine qui découvre la vie devant tout ça, en fait. Et la matière alimentaire, elle est quand même essentielle. On est tous gourmands autour de la table, sinon on serait pas là. Donc voilà, comme on a cette passion du goût, de la saveur, du bon produit, du bien manger... Et en même temps, en ce qui me concerne, cette quête du sens dans le métier que je fais, forcément, je suis photographe culinaire. Super. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci. Éléonore, donc toi, dans ton e-book, tu as 15 recettes. Oui, c'est un petit e-book. C'est un petit e-book, mais enfin, c'est déjà quand même pas mal. Ça a été beaucoup de travail. Moi, j'ai vu un peu les coulisses, parce que pour l'anecdote, Camille est ma photographe aussi. Donc, voilà, les deux, je les ai suivis. Quelles sont les 2 recettes qui correspondent le plus à ton univers ? Alors, qui ont été, en fait, les 2 premières, finalement, que tu as voulu mettre à l'honneur. Alors, c'était pas forcément les 2 premières. Ah, c'est intéressant. J'ai réfléchi à ta question, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, parce que je les aime toutes, forcément, sinon je les aurais pas mises. Mais moi, j'aime beaucoup la nourriture asiatique. Comme Thibaut, j'aime beaucoup les agrumes et j'aime beaucoup les contrastes entre l'acidité et la suavité, je sais pas, on peut dire ça ? Et il y a une recette de wok avec du chou pak choy, du citron vert, du beurre de cacahuète. Et ça, c'est un vrai câlin pour moi, cette recette. Il est 10h45 et ça donne faim. Bon appétit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était la recette salée qu'il fallait absolument que je mette dans ce e-book, qui reflète totalement mon identité culinaire parce qu'il y a beaucoup d'épices. Tu as lu mon e-book, tu sais que je mets beaucoup d'épices. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup surprendre. Il y a une bouchée, il y a un kick, il y a du pimenté, il y a de l'acidité, etc. Le goût, c'est la vie. C'est ça. Mais vraiment, pour moi, les épices, c'est trop important. Je peux pas faire un plat s'il n'y a pas du corps et quelque chose, du caractère. Donc voilà, pour la recette salée, c'est celle-là. Pour la recette sucrée, je suis partie sur une recette qui me représente aussi parce qu'elle est épicée, mais dans le sucré. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire un dessert très simple avec du corps, en fait. C'est-à-dire que c'est une pomme au four, et j'en avais déjà parlé dans le premier podcast. Oui, c'est vrai. Et c'est une recette que j'ai pimpée aussi pour le e-book. Mais c'est une pomme au four toute simple que j'ai agrémentée, en fait, avec un crumble, un granola plutôt, et une crème épicée, amandes et épices, pain d'épices, etc. Parce que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était notamment les épices, mais le jeu de texture aussi. Donc le fondant de la pomme au four, le crémeux de cette petite crème et le croustillant. Et moi, en tout cas, dans ma cuisine, autant dans les goûts, j'adore mettre du peps et de l'énergie, autant s'il n'y a pas de texture,
de contraste de texture. Je m'ennuie carrément quand je mange. Donc, je voulais vraiment que... il y a une bouchée avec ce qu'on appelle la bouchée parfaite. On prend un peu de tout comme ça. Et ça crée ce... La bouchée parfaite. Ouais, c'est vraiment la bouchée parfaite qui fait que, là, c'est tendre, là, c'est doux. Et là, d'un coup, crac, tu vois, t'as ce croustillant du granola. Et hop, t'as la petite kick de l'épice qui vient percuter ton palais, qui fait toute la différence. Donc voilà, ce sera celle-là. Très pour bien. le sucré. Merci beaucoup, Éléonore. Élise, comment définirais-tu ta cuisine que tu cherches à transmettre? Déjà coloré. Donc c'est vrai que je m'éclate beaucoup sur les étals de marché ou chez les producteurs, parce que dès que je rentre, comme tu disais, t'es comme une petite fille, moi c'est pareil. Donc dès que j'arrive, toutes ces couleurs, donc déjà très coloré. Et puis j'aime beaucoup la simplicité. Voilà, donc c'est comme disait Éléonore tout à l'heure, c'est à partir de d'un produit déjà existant, le retravailler en fait. J'invente pas quelque chose de particulier, j'ai pas inventé la cuisine en tout cas. Et donc voilà, donc l'idée c'est de la couleur, de la simplicité et du goût. Voilà. Et de l'émotion, parce que la couleur véhicule beaucoup d'émotions. Et dans une ère où il y a l'inflation, la tristesse des marchés, on va pas parler du monde et de l'état du monde aujourd'hui, je crois que voilà, nous on est des joyeux autour d'une table, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement dans le monde. Et la réalité, c'est que la couleur transmet une énergie positive. On peut parler des choses, mais tout ce qu'on vit nous est question d'énergie, véhicule d'énergie, et la couleur, principalement, elle donne de la joie. Oui. Elle invite au partage, et je crois que la cuisine, c'est ça. C'est le partage, c'est l'amour de partager avec les autres et de donner autant un bout de soi que d'apprendre de l'autre. C'est un vecteur de paix extraordinaire, la table. De toute façon, c'est un lien qu'on crée et un don dans le sens on donne. Oui, et puis c'est vraiment un élément sociétal extrêmement important, quelle que soit la culture, quel que soit l'horizon. La table réunie fédère. N'importe qui a faim se mettra autour d'une table et sera reconnaissant de pouvoir manger. Donc ça, on peut revenir, mais Napoléon l'avait compris, des grands chefs d'État, des grands dirigeants l'avaient compris. Il suffit de mettre tout le monde d'accord autour d'une table pour obtenir des grands accords ou pour changer le monde. Exact. Et les Français le savent. Ils en jouent beaucoup. C'est l'art culinaire à la française. On s'en inspire, puis après on peut s'en éloigner avec des inspirations plus cosmopolites. Mais c'est vrai que c'est très important. Et ça a été instauré par Antonin Carême dans l'histoire gastronomique. On lui fait un petit clin d'œil, mais c'est... Je voudrais bien l'inviter, mais je crois qu'il n'est plus là. C'est un peu compliqué. Bien qu'avec les nouvelles technologies, tu pourrais peut-être faire un hologramme à ta table en hologramme. Attends, je prends l'élément, je réfléchis. Mais la réalité, c'est qu'Antonin Carême l'avait compris et a fait de la table un élément fédérateur de paix et finalement de négociation d'entreprise. Donc c'est extrêmement intéressant. Et cette vertu sociale, je crois, est celle qui nous réunit tous ici. Oui, c'est vrai. Alors, pardon, vas-y, je t'en prie, Élise. Et c'est vrai, en fait, sur le rassemblement, parce qu'effectivement, on est tous là. Et je sais pas, peut-être, je pense que Virginie, c'est pareil, ou Thibaut. Une fois que on est sur un événement, peu importe lequel, d'entendre les rires, la joie, les personnes vraiment détendues, c'est franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, c'est une des si on était un petit peu naïf, candide et bisounours, on dirait qu'on répand de l'amour autour de nous. Oui, mais je crois en fait... et que ça fait du bien. Oui. Je crois qu'en fait, on ferait mieux d'être tous un peu bisounours. Et ça ferait du bien au monde, en fait, d'être un peu plus dans l'amour et dans le partage d'émotions que dans l'authenticité. Exactement, que de suivre une société d'ego. Je ne vais pas aborder cette philosophie-là qui me prendrait quelques heures, sans doute. Mais la réalité, c'est qu'on est tous mus par la volonté de partage, la volonté de réunion humaine, de chaleur humaine. Et c'est ce qu'on aime avant tout dans tout ce qui est gastronomique. Merci, Julie. Merci à vous. Thibaut, alors, donc on parlait de ton expertise et de ton savoir-faire en métier de l'hospitalité. Ça, j'aime beaucoup ce terme. Il est pas de moi, il est d'Alain Ducasse. Oui, qui l'a pareil. Sorti lui, je pourrais peut-être l'arriver à l'inviter. Bon, Alain, si tu m'écoutes. Du coup, quelle est ton ambition, en fait? Comment tu travailles avec tes clients? Pourquoi ils viennent te chercher, concrètement? Si je le savais. Non, c'est vrai. C'est une question que je me suis jamais posée.
Qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce que tu leur apprends? Je pense qu'on a effectivement cette même chose qui nous réunit, c'est le moment, c'est la gourmandise, c'est l'endroit. Moi, je n'ai pas de catalogue, j'ai un site internet qui est pas à jour, encore moins de réseaux sociaux. Ah bah mince alors. Il faut peut-être qu'on y remédie un peu. On va mettre le feu à tes réseaux, là, Thibaut. Je cherche des LED. Non, mais c'est vraiment... je pense que ce qui attire mes clients, c'est vraiment le sur-mesure. Que ce soit dans le verre, dans l'assiette, dans les personnes avec qui je travaille, comme tu as pu le voir. Je pense que tu as complètement matché avec la cliente, vraiment. L'endroit était vraiment génial. Très beau. Voilà. Rappelle-nous l'endroit. C'est des caves historiques du XIIIe siècle, qui s'appellent les caves des Halles à Châtelet. Bonjour François. On est au sous-sol. Salut François. On est au sous-sol d'un caviste en plus, donc on passe au travers d'une cave, on esquive les cartons de vin pour arriver sur une cave voûtée du XIIIe siècle en plein cœur de Paris. C'est magnifique. Et voilà, l'endroit est vraiment incroyable et on y fait de la cuisine conviviale, on y sert des vrais vins de vignerons, il y a des gros magnums, des 3 litres. Il y a quelque chose qui se passe vraiment sans prétention. C'est magique. Il y a du partage. Ouais, du partage. Magique. Il y a un énorme, une grande table, effectivement, qui fait 3,50 m, tout en essence brésilienne, qui fait qu'on a envie de s'attabler autour, quoi. On a envie de trinquer, on a envie de vivre, sentir, de vivre sans se questionner. Ouais, c'est ça. Envie que le temps s'arrête et de sortir à 17h de table. Voilà, c'est ça qu'on a envie. Et je pense que mes clients, pour répondre à ta question, viennent me chercher justement pour l'écoute. Déjà, on remplit pas un questionnaire pour pouvoir me parler. On me rencontre, moi en vrai. Et puis, moi, j'essaie de capter au maximum ses besoins et de faire du sur-mesure. C'est surtout ça qui m'amuse, moi. C'est le sur-mesure. Et du coup, voilà, sur quel élément tangible tu accompagnes les métiers de bouche? C'est quoi? C'est un restaurateur qui... Ta formation, par exemple. Quels sont les différents modules de formation? On va de la mixologie, puisque tu en parlais tout à l'heure, donc l'art de confectionner les cocktails, avec et sans alcool, je le rappelle, jusqu'aux formations concernant les accords mets et vins, la sommellerie, le barista, donc tout ce qui est boisson chaude, thé, infusion, lait particulier, latte art, et en passant par des choses qui sont beaucoup plus officielles, un peu plus droites, comme l'hygiène, la gestion, le permis de former, le permis d'exploitation. Ça fait moins rêver, ça, d'un coup. On adore cette formation HACCP. Tu disais, tu parlais de la technique, tu parlais du cahier des charges, tu parlais d'une l'administratif fait partie du métier d'entrepreneur, forcément. Donc on forme tout métier de bouche sur ces modules-là. Ok, très bien. Et donc ça, ton organisme de formation existe en même temps que Pils depuis 3 ans. En fait, j'ai commencé par lancer l'organisme de formation en passant la certification Calliope qui permet à toute entreprise de bénéficier de leur fonds de formation pour se faire former. Voilà, ça, c'est vraiment la partie intéressante, on va dire, sur le flux entrant. Et puis 1 an après, j'étais invité à un mariage d'un copain qui m'a dit: Thibaut, fais-moi un bar à gin tonic, ça fera marrer tout le monde, etc. Bon, me voilà à clouter des palettes et à mettre des pots de basilic, de sauge, de thym, citron, de menthe, de verveine un peu partout. Et de me faire passer pour un barman auprès des invités dont peu me connaissaient et de dire, tous les tutoyer, de dire, tiens, goûte ça, goûte ce gin, goûte ça avec la verveine, etc. À 20h, on en avait quelques-uns qui commençaient un petit peu à être guirés. Et du coup, ça a fait marrer beaucoup d'invités qui, derrière, m'ont dit, mais tu fais ça régulièrement? Je dis, non, c'est la première. Puis moi, je suis un invité, je fais ça pour mon pote. Donc, mais attends, parce que moi, j'ai mon cousin qui se marie le mois prochain. Il faut absolument que tu fasses ça. Et en fait, de demande en demande, je me suis dit, tiens, c'est pas bête de s'axer vers l'événementiel, ça me fait beaucoup rire, quoi. Et on a eu des demandes de plus en plus entrantes, de plus en plus sérieuses, notamment le fait d'organiser un open bar à cocktail pour le défilé de mode monde pour une très grande marque française dans le Palace, dans le 9e arrondissement. Ils étaient 1500. Génial. Sans point d'eau, sans frigo, sans... On sait ça, ça c'est... Tu vois, donc la bonne galère, la bonne débrouille qui finalement s'est super bien passée. Ouais. Ça c'est des souvenirs impérissables. Je pense que c'est vraiment l'expérience, tu vois, ça remonte il y a 1 an, quasiment. Donc, grosse expérience et gros attrait pour l'événementiel et la débrouille surtout. J'ai toujours été envoyé sur les ouvertures de bars, de restaurants, d'hôtels, un peu en commando. Il y a 4 murs à toi et tu te débrouilles, quoi.
Voilà. Mais c'est formateur. Hein, et si c'était à refaire, je le ferais pareil. Ouais, bien sûr. Vraiment. Super. Merci bien. Merci. Alors, première partie, finie. Deuxième partie. Éléonore, est-ce que tu peux donner les petits tickets, s'il te plaît? Donc, vous en prenez 4. Alors, il y a quelque chose dedans, mais ce sera pour après. Donc c'est pour après. Ça. Pardon. Voilà. Ah oui, excuse-moi, je spoil, désolée. C'est pas grave. Donc je fais quoi? J'en prends et je fais 4, passer. Voilà, t'en prends 4, tu commences. Alors, 1, 2. Et oui, deuxième partie. Pas préparée, celle-là. Pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas ce que je vois vos regards. La première, elle n'était pas non plus. Hein. Ah là, il y avait des feuilles. Hein. Oui, il y a des gens plus sérieux que d'autres, je crois. Vas-y, Éléonore. Ah d'accord, j'attends pas tu que fais tout le les monde 4, comme ça tu peux ça va avancer. plus vite, ok. Ah bah tiens, ça Moi, je prends pas, moi. Je ne suis que l'animatrice. Ça commence bien parce que... On adapte, hein, si tu veux. Bon, ou sinon, tu dis non, que ça c'est pas grave. C'est parce que je suis tombée sur viande crue ou poisson cru. Écoute, alors, si j'étais quelqu'un d'autre, dans une autre vie, ou avant de switcher vers le végétarien, poisson sans hésiter, j'ai jamais été une viandarde, même avant, quand j'en mangeais. Donc, poisson cru. Ok. Même si, bon, voilà... Passons à la prochaine. Ça va être très... T'imagines, ça va être bavette ou onglet. Alors, cuisine... Non, c'est moi qui laisse, là. Cuisine asiatique ou méditerranéenne, alors ça, c'est un peu tiraillant pour moi. Je suis d'origine méditerranéenne, mais j'adore la cuisine asiatique. Et comme je suis aventurière, je veux dire cuisine asiatique. Okay. Bah oui, moi, je te dirais fusion food. Mais oui, bien sûr. Vous avez le droit de dire les deux. On reste pas à la maison. Ah oui. Amaretto ou Grand Marnier? Alors, encore une bonne question. Je suis pas trop une buveuse. Je bois très peu. La dernière fois, j'ai eu l'occasion de goûter les cocktails de Thibaut. J'adore goûter pour enrichir mes connaissances. Ta palette, en fait. Mais je suis pas trop quelqu'un qui boit de l'alcool. Je bois pas. Mais du coup, le Grand Marnier, j'ai pas l'idée dans ma tête du goût. Amaretto, oui. Donc, je veux dire amaretto. Alcool d'amande amère. J'adore l'amande. Donc, voilà. Et dernier... Ah bah tiens, j'avais eu le même la dernière fois. Zester ou mandoline. Et je reste sur le zester, les agrumes. Bah oui. Ça aurait dû être pour toi, mais tu vois, on ne calcule pas. Merci, Éléonore. Julie? Fraise ou framboise? Tous les fruits rouges. Non, mais c'est impossible de choisir. C'est tellement merveilleux, les antioxydants. On peut en parler, les antioxydants. Très bon pour la santé, très bon pour l'immunité, très bon pour la photo. Pour tout. C'est magnifique. Bien sûr. Magnifique. Et en plus, visuellement, c'est très beau. Donc, c'est impossible de choisir. Là, en fait, tu me mets dans un jeu où le choix est difficile. Choisir, c'est renoncer, on le sait. Donc, je n'aime pas renoncer déjà à la base. Donc... Bon, entrecôte ou bavette? Entrecôte. Un petit peu plus gras. Oui, c'est plus goûtu aussi. Parce que c'est plus gras. Tout à fait. Voilà. Et la texture en bouche est je trouve plus intéressante avec l'entrecôte. Gourmet ou gourmand? Les deux. Mon capitaine. Gourmet ou gourmand, les deux font partie de nous, je crois. Quand on est dans un métier de bouche ou quand on est proche des métiers de bouche, on est forcément les deux. Et citron vert ou citron jaune? Tous les agrumes. Donc tous, absolument tous, pareil. Hein, les agrumes sont très bons pour l'immunité. On en parle peu, mais pendant l'hiver, c'est super important. Manger des agrumes. Voilà. Merci, Julie. De rien. Alors les agrumes, on va tout de suite sur Thibaut. Alors, olive verte ou olive noire? Il y a un très grand cocktail classique qui s'appelle le Dry Martini, qui a été mis à l'honneur par James Bond, exactement, et notamment avec... un cocktail qui est très très britannique qui s'appelle le Dirty Martini, qui inclut de la saumure d'olive, une large dose de gin et un petit peu de noix de prate sec. Donc olive noire. Et là, c'est olive noire qui est dans le cocktail. T'as plusieurs versions. Tu as aussi une version avec l'oignon grelot. L'olive noire s'appelle le Black Pearl. T'as fait très grand classique, très sec. Mais, le Black Pearl, c'est le bateau dans Pirates des Caraïbes. Oui. Aussi. Johnny, si tu veux venir dans mon podcast aussi, pourquoi pas. Et d'ailleurs, moi j'ai une petite question, mais quel genre d'olive noire? Parce qu'il y en a pléthore. Ouais. Pas la grosse. Tout à fait. Si, justement. Je mettrais une Kalamata. Ah oui, tu vois, une Kalamata avec une bonne chair. Voilà, il faut qu'il y ait de la mâche dans l'olive. Vraiment. Ouais. Après, olive préférée Arbequina, petite olive verte bien amère aussi, dont j'adore l'huile.
On a faim avant l'heure, en fait. Grave. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Alors, je suis né à Bordeaux, mais alors je dirais, et sans hésiter, l'Alsace, en blanc et en rouge. Juste prix, Je te suis. complexité, grosse découverte, et on va dire au niveau du porte-monnaie, c'est quand même bien mieux que le Bordelais, la Bourgogne. Ça me fait mal au Et en cœur, rouge, mais on c'est les la connaît un vérité. peu moins. 2% du vignoble Ouais. en Alsace, en rouge, ouais, en pinot noir. Ouais. Et super pinot. Ouais. Vraiment Oui, à il l'aveugle. y en a, mais il y a une variété dont on parle un peu moins que sur les autres. C'est pas. Oui, c'est vrai. Mm. Après, c'est vrai que l'Alsace, on connaît beaucoup le Riesling, le Gewurz, Ouais. voilà, Mm. qui sont... Pour le coup, vraiment que les secs. Pour moi, pour ma part, je suis pas très bec sucré. Donc Alsace. Bizarrement. Paris-Brest ou Saint-Honoré, Paris-Brest. Sans hésiter, origine bretonne. Donc voilà. Puis en plus, c'est le nom d'un de mes restaurants préférés dans la gare de Rennes. Tenu D'accord. par Christian Lesquer. D'accord. Coquillette ou spaghetti, spaghetti. Sans hésiter. Avec une sauce Ouais, avec une sauce. Ouais. Ouais. Ouais, faut Ah, vraiment- avec une là sauce, aussi, de la vache. cacio et pépé, toute simple à la maison le dimanche soir. Il reste que ça, voilà. Une miette de poivre, une bonne huile d'olive, des spaghettis, ça marche. Avec quelques olives de Kalamata. Mais oui, Ouais, et du pinot noir. voilà. Merci Thibaut. Très équilibré. Élise? Alors, du coup, j'ai céleri ou chou-fleur. Les deux sont intéressants, mais je partirais sur le céleri. Et le céleri rave de préférence, que j'aime beaucoup. Au four, c'est très bon. Pomme ou poire? Alors, poire, sans hésiter. J'aime bien la pomme, mais je suis beaucoup plus poire quand même. Poire, j'aime bien le four, beaucoup de cuisson au four que je fais. Donc, poire four, avec un peu de chocolat noir, 70%, c'est très bon. Et des amandes effilées, torréfiées. Mango, ananas, aïe. C'est difficile. Moi, je dirais les deux. J'aime beaucoup les deux. Ça me rappelle aussi, le Gabon, l'Afrique, voilà, les couleurs, tout ça. Donc là, j'ai du mal. J'aime beaucoup l'ananas, c'est vrai. Mais la mangue, voilà, elle a sa particularité. Elle est très douce, très sucrée en elle-même. Donc voilà. Bec salé sucré. Bon, allez, sucré. Très bien, parce que toi, tu fais des confitures, on n'en a pas parlé. Oui. Et tu crées des confitures. Donne-nous 3 saveurs de tes confitures. C'est beaucoup de mélange. Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y en a une que j'aime beaucoup. Enfin, 2 d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est, du coup, il y a ananas et mangue. C'est mangue pamplemousse et ananas passion. Donc, c'est mes 2 préférés. Donc voilà, couleur toujours, orange. J'aime bien l'orange. T'as fait pomme et fenouil aussi. Et j'ai fait pomme fenouil. Donc là, c'était vraiment pour travailler le fenouil. En fait, je me suis dit, ça passerait avec quoi, en fait? Et je me suis dit, bon, la pomme, elle est, j'ai envie de dire, quand même un peu passe-partout. Donc, je me suis dit, ça devrait faire quelque chose. Donc, Tu as choisi quelle pomme pour ça? alors, les golden, vraiment la plus simple, basique. Après, j'ai aussi une attache avec la Chantecler, j'aime bien, parce qu'elle est voilà, aussi bien sucrée, mais en même temps, il y a une forme d'acidité des fois qu'on ressent. Donc j'aime bien cette pomme aussi. Merci. Ce qui est l'occasion de faire un petit clin d'œil à nos artisans, à nos agriculteurs et à tous ceux qui nous font Les producteurs, vivre, bien parce sûr, que qui travaillent le sont sol. extrêmement importants. c'est vrai. Et c'est grâce à eux qu'on s'émerveille chaque jour. C'est vrai, Exactement. c'est vrai. Merci, Julie. Je t'en prie. Alors, autre question. J'aimerais que vous me disiez ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur. Des olives de Kalamata. Non mais vraiment. C'est pas une blague. C'est un running day. Non. Ouais, des olives de Kalamata. Alors ça dépend des saisons parce que quand on est fruits et légumes, forcément il y a des saisons à respecter. Bien sûr. Mais fruits rouges, concombres, tomates, toute la base méditerranéenne, aubergines et courgettes et... Pas maintenant, Pas j'espère. maintenant. Ah mais non, pas maintenant, c'est pour ça que je parle de que la là, saison. Les tomates, oui, les tomates, non. Voilà, c'est déjà pas mal. Éléonore? Des légumes. Voilà. Je suis un cliché sur pâtes, c'est horrible, mais ouais, des Pourquoi légumes. Parce que, ouais, végétarienne, Bah oui, naturopathe. Mais oui, des légumes, des protéines sportives obligées. Quelles protéines? Alors là, je sais pas si je commence à digresser, mais tofu forcément, mais pas que. Protéines de soja texturé, sétan, donc qui est une protéine à base du gluten de blé. Je suis végétarienne, mais
presque végétalienne. Donc, je mange aussi des œufs, un peu de fromage, tout ça. Donc, ouais, des légumes, des protéines. Les fruits, pour moi, j'en mange beaucoup en été. En hiver, j'ai pas trop envie. Mon corps m'appelle pas trop vers les fruits. Même pas les agrumes? Un peu, mais je vais chercher les vitamines dans les légumes verts, surtout en hiver. Je sais pas pourquoi, quand il fait froid, les fruits, ça me... Par contre, en été... les pêches, les abricots, tous les fruits rouges aussi, j'adore ça. Donc voilà. Ok. Élise? Alors, moi, je dirais les fruits tout de suite. Beaucoup de fruits, j'aime beaucoup les fruits. Donc, j'en ai les agrumes actuellement. Donc, les clémentines, citrons. J'ai des poires aussi, actuellement, dans le petit panier. Côté frigo, ça, du coup, c'est pas dans le frigo, mais côté frigo, j'ai actuellement un poireau, j'ai du céleri et j'ai des confitures, des Élisades. Bien sûr, évidemment. Thibaut? Du vin jaune. C'est sûr, j'aurais parié que tu allais répondre du vin. Du vin jaune, du piment d'Espelette et de la moutarde. Mais le piment d'Espelette, on le met pas au frigo. Si, ça garde la couleur. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est bon, Et ça n'enlève pas la saveur. Non. Ça l'atténue pas. Non. Ah, c'est une... Ça Là, pas, on apprend quelque Bah, chose. carrément. Ça le garde rouge, ça le garde... alors, ça pique pas, mais ça le garde chaleureux. D'accord. Oh, ça le garde chaleureux. Ouais. Paradoxalement. Ensuite, avant-dernière question, quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer? La coriandre. Très bien. Et le basilic. C'est ce que j'ai failli dire. J'ai failli dire basilic. J'allais dire la coriandre aussi, mais j'aime aussi beaucoup la verveine et surtout la verveine citronnée. Élise? Donc, basilic, romarin, et oui, coriandre, persil. Je pense que j'aime tout. Oui, d'accord. En fait, les herbes sont très bonnes, même en infusion, donc c'est très bien de les avoir. Et encore une fois, pour une question de bien-être, mais faire des infusions d'herbes, c'est très bon pour la santé. Mais moi, actuellement, ce que j'aime faire souvent, c'est romarin. Donc, romarin, citron, eau chaude. Bon, puis, Thibaut, nous, on rajoute un petit peu de rhum. Alors, du gin. Dans une infusion chaude? Ça peut, bien sûr. Des cocktails chauds avec du gin, romarin, miel, ça marche. Faut que je découvre. Faut que tu m'aides à découvrir ton univers, s'il te plaît. Non, mais oui, romarin. Ouais. Romarin, ça marche pour la cuisine, ça marche pour les assaisonnements. Et une branche de romarin vraiment à peine cassée pour extraire les huiles essentielles dans un ginto, je le répète. C'est quand même assez incroyable. Très bon pour le foie, le romarin. Donc, ça équilibre un peu peut-être avec le gin. Oui, peut-être. On fait du gin sans alcool, dernièrement, qui goûte bien d'ailleurs. C'est vrai? Intéressant. Sans alcool. Ouais, Ça mérite d'être certaines connu. marques qui existent qui goûtent vraiment bien le gin. J'étais sceptique au départ, mais... En fait, ça fait partie des grandes tendances d'innovation qui arrivent sur le marché, mais tout ce qui est boisson sans alcool, donc les alcools sans alcool, c'est ça, les spiritueux sans alcool, commencent à prendre une part de marché de plus en plus importante, et notamment après le Covid, puisque beaucoup se sont mis à vraiment aller fort sur la boisson pendant le Covid. Les marques ont fait leur apparition et sont très plébiscitées aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie des grandes tendances à venir. C'est tout à fait vrai. Il y a même des caves de spiritueux sans alcool qui s'ouvrent. Alors c'est très citadin pour l'instant, mais c'est une grosse tendance. Et c'est vrai que je conseille aussi beaucoup de restaurants et de bars sur l'élaboration de leur carte des cocktails. On voit que le sans alcool, c'est une part qui grossit. Il y a même des events qui sont organisés autour de ça en ce moment. C'est très actuel, très contemporain. Et c'est intéressant, puisque ça stimule aussi la créativité. Vraiment, on est obligé de penser autrement. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Qui l'eût cru? Et toi, du coup, l'herbe que tu aimes utiliser le plus, tu dirais le romarin? Romarin, thym citron, serpolet, génépi, vulnéraire, toutes ces petites herbes qui vont aromatiser. On s'en sert principalement pour faire l'agneau, là, clairement, mais à la base, c'est aromatisant. Oui, et puis à la base, c'est vraiment très très bon pour la santé. Les chartreux l'ont compris, plein de moines l'ont compris. Les bénédictins, à la base, c'était pas pour faire ce qu'on en fait aujourd'hui, mais c'était pour soigner tous les maux. Oui, et désinfecter. En fait, l'alcool était créé pour ça, puisqu'on n'avait pas les antibiotiques et tout ça, mais à la base, l'alcool, c'était pour ça. On pensait que ça soignait vraiment. Ce qui n'est pas
toujours le cas. Vraiment, ça dépend vraiment de la quantité. Non, voilà, c'est ça. Mais Tout est il y question a- de dosage et de discipline, peut-être. De discipline, Oui. c'est certain. De dosage, encore plus. D'équilibre. Mais la réalité, c'est que, par exemple, le champagne. Le champagne est une boisson vertueuse. Et quand vous avez un début de rhume, vous prenez juste un petit fond de champagne. Pas le verre, hein, mais un petit fond de champagne. Il y a dans les ferments du champagne beaucoup de choses qui aident l'immunité. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. On pose ça là. Les c'est probiotiques. Très, très bien. Voilà. Maintenant, attention au degré d'alcool, attention... Alors, moi, mon podcast s'appelle Passion sans modération. Mais on va dire alcool avec modération. Oui, oui. Bah, il faut quand même, Oui. on est sur des réseaux... Oui, bien sûr. Voilà. On le dit. On le dit. On est d'accord, tous L'alcool d'accord. est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, exactement. c'est passé. Alors, les 2 dernières questions qui sont les plus importantes pour moi. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Ça peut être une phrase, hein, pas forcément un mot. C'est moi qui commence. Je vois les regards. J'aime bien fonctionner à l'instinct. Donc, instinctivement, le mot qui est sorti dans ma tête, c'est... Pour moi, cuisiner, c'est m'évader. Donc, j'ai une petite âme d'artiste. Et je vois beaucoup l'art dans le fait de cuisiner, l'expression de soi-même. Et je pars en vrille un peu quand je cuisine. Ah ouais, je vais ajouter ça, je goûte. Parce que c'est donc la c'est une liberté. évasion. Ouais, c'est une évasion, c'est une expression de soi et c'est puissant. Donc c'est ça pour moi. C'est très beau. Élise? Moi, je dirais partager tout de suite. Voilà, c'est... je le fais pour donner. Voilà. Donc avec grand plaisir, oui, avec réflexion, évasion, mais dans le but de donner du plaisir, de partager. Julie? Cuisiner, c'est un peu offrir de soi, offrir de l'amour, offrir de son cœur et de finalement ouvrir un peu ce qui est à l'intérieur et de l'offrir autour dans une notion de partage, dans une émotion. Enfin voilà, c'est un partage émotionnel. Thibaut? Je suis très d'accord et je vais essayer de compléter ce que tu viens de dire, parce que j'étais parti un peu sur la même idée, mais cuisiner, c'est créer le moment et créer en se basant sur quelque chose qui existe déjà, évidemment, hein, mais créer quelque chose de ses mains. Créer une rencontre aussi, Ouais. surtout. Oui, et c'est soi-même. généreux aussi. Enfin, cuisiner, c'est un acte de générosité. Bah, tu disais l'amour. Évidemment. Ça va de pair. Évidemment. Bien. Et la dernière, quelle est votre définition de la passion? On l'a largement abordé tout à l'heure. Sauf que ça n'était pas allumé. C'est pour ça. Il faut être 4. Comme je te l'ai dit, alors, on est tous dans des métiers passion parce qu'on les a choisis avec le cœur et qu'on aime ce qu'on fait, on est mis au défi, mais j'ai souvent un questionnement sur la passion qui est lié aux excès. La passion est souvent un bout de montagne russe. On passe de l'un à l'autre, de haut en bas. Il y a beaucoup d'excès dans la passion et je préfère parler de fusion, c'est-à-dire d'incarner complètement ce qu'on fait, d'incarner l'émotion qu'on transmet et finalement d'incarner l'instant où chaque acte, chaque action dans notre parcours. Donc, je dirais la passion est l'acte qui vient avant la fusion, lorsqu'on a compris que la passion pouvait nous faire mal. J'adore. Éléonore? Bah, tu vois, c'est une question que tu m'as déjà posée parce que j'ai eu la chance de déjà venir ici. Et je vais pas donner la même réponse. Je ne sais même pas la comme réponse quoi, que tu avais donnée, comme parce quoi que j'en ai entendu beaucoup. Ah bah c'est joli. Comme quoi on grandit, on évolue, mais là, ce qui me vient, c'est que pour moi, quand je pense à la passion, c'est être en phase avec moi-même et incarner complètement là où je dois être, au moment où je dois l'être. Et c'est genre cette espèce de connivence. D'alignement. Exactement. De connexion. Ouais, exactement. Et donc là, si je dis je suis passionnée par ce que je fais, je suis... Donc pour moi, ça veut dire je suis impliquée, je suis connectée à ce que je fais. Et présente. Exactement. Donc voilà, c'est l'ancrage et donc je le vois un peu différemment de ce truc de oh là là, tous azimuts, etc. Tu vois, qui peut être connecté à cette histoire de passion, d'être un peu dans l'excès, comme tu disais. Et donc là, c'est plus la passion, la connexion à soi, juste oh là là, je suis passionnée par ce que je fais, et du coup, j'incarne ce que je fais, je vais jusqu'au bout. Et
dans l'équilibre et dans la conscience pure. Voilà. Je crois qu'on devrait développer ce sujet de la conscience, ça me passionne. Élise? En fait, je dirais, déjà, ça vient pour moi, je me dis, ça vient du cœur, en fait. Tout ce qui est passion, ça vient de l'intérieur, du plus profond de nous. Donc, on a parlé de partage tout à l'heure, mais c'est aussi la dimension de l'authenticité. Donc, si ça vient de nous, c'est forcément ce que l'on est. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la passion, c'est ce qui vient du plus profond de mon cœur, et c'est ce que je suis en même temps, que j'offre et que je partage autour de moi, en fait. De l'amour. Oui. On tourne beaucoup autour de la même chose, c'est bien, c'est beau. Thibaut, on termine par toi. Pour moi, la passion, c'est peut-être rentrer tard, ouvrir une bouteille de vin et se lancer dans une recette qui mijote pendant des heures. Alors, c'est peut-être un peu lié à un excès, quelque part. Mais quand on est passionné, le temps s'arrête et puis on se lance dans de la cuisine. Et ça m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de rallumer les fourneaux après minuit. Et franchement, c'est des moments qui marquent. Je crois qu'au final, dans la passion, il y a le no limit, en fait. Ouais. Bien sûr. On dépasse le temps, on dépasse l'espace. Il y a le trop. Oui, puis c'est tant que ça nous anime, ça nous Les anime. passionnés, c'est rarement pas assez. C'est plutôt trop. Oui. Oui. Mais il faut assumer. Ah oui. Mais le encore principal. une fois, pour moi, c'est la sagesse t'emmène vers la fusion. Ça part de la passion, parce qu'on est tous animés par l'amour de nos métiers et puis par l'envie d'aller jusqu'au bout d'une expérience. Parce que finalement, et on en est là, et c'est une des grandes lignes de demain, l'expérience sensorielle, c'est ce qui nous a menés sur ces chemins-là. L'expérience sensorielle, on anime nos sens. Tout fait sens, en fait. Donc, quelque part, on part de la passion parce qu'on est animé par ça, et après, on en fait quelque chose de plus ascensionnel, plus progressif. Et plus épanouissant. Oui, et puis gagnant en sagesse, on va moins dans les excès et un peu plus dans la construction, parce que l'excès nous emmène un peu tous azimuts de tous les côtés. Et après, la fusion nous donne une direction, une ligne directrice, et on s'attelle à construire comme un grand bâtisseur. Donc, la passion, la fusion, l'amour, tout cela parle du cœur. Tout cela. Virginie, Oui. j'aimerais bien, si tu le permets, poser une question à Thibaut. Mais bien sûr, Ouais. je t'en prie. Thibaut, je suis intéressée par ton métier. On a eu l'occasion de se rencontrer et j'ai trouvé ça m'a vachement intriguée comment tu travaillais. Et donc, je voulais te poser une question, c'est comment tu crées un cocktail ? Qu'est-ce que tu choisis ? Les étapes, voilà. Quelles sont les étapes ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu penses à quelque chose que tu as goûté, un aliment ? Tu te dis, tiens, comment je vais l'organiser ? Comment je vais l'orchestrer ? Est-ce que c'est finalement comme créer une recette ? L'analogie de création d'une recette avec tu cherches texture, tu cherches émotion, tu cherches à te faire kiffer avec un produit que tu veux mettre en valeur. C'est une vraie question. Quelle est la base de l'impulsion ? La base de l'impulsion, déjà, c'est le moment et les personnes. Le moment de la journée. Parce qu'il y a un cocktail pour chaque moment de la journée. Enfin, du moins, après, on fait évidemment comme on veut. Mais il y a des cocktails qui sont plus publicités pour des périodes de la journée que d'autres. Mais les personnes avec lesquelles je vais le partager. Et j'ai une bibliothèque, tout comme Virginie, tout comme toi, Élise aussi très certainement, d'ingrédients qui matchent entre eux. Okay. Une bibliothèque que j'ai enrichie au fur et à mesure des années, imprégnée vraiment des cartes des pâtissiers, des restaurants modestes, tous les Michelin, imprégnée des accords des shampoings que tu trouves. C'est bête, mais c'est vrai. Excellent. C'est vrai. D'accord. Quand on voit qu'il y a un shampoing abricot romarin, c'est que derrière il y a une équipe de laborantins qui a recherché et découvert que ça marchait. Donc comment imbriquer de l'abricot et le romarin dans un seul et même cocktail ? Une liqueur d'abricot allongé avec un pétillant style clairette de Die et une branche de romarin dessus, c'est un cocktail très simple mais que vous pouvez faire à la maison qui marche. Tu peux lancer une marque de cocktail shampoing. Je pense que ça pourrait être une gamme dynamique. Ce serait mon premier client d'ailleurs. Ah, super. Non, mais je fréquentais les rayons shampoing. Je vais fréquenter les rayons cosmétiques, en effet. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Ouais. Surtout que la cosmétique s'oriente de plus en plus vers la food. Pour parler de Garnier, les air food et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui. Crème brûlée. C'est vrai. Des shampoings au goût, de gâteau, quoi. Tarte au citron meringuée. Il y a même des gels douche. Oui, gel douche également. Ça, c'est top. C'est ça. C'est fou. Ok, merci beaucoup Thibaut. Bon, je vais être obligée de conclure. Et oui. Conclure. Ce matin, 4 invités avec plusieurs dénominateurs communs.
l'amour du métier, la passion du goût, l'obsession du manger vrai. Chaque créateur, chaque personnalité, chaque identité s'est révélée au micro et j'ai adoré vous écouter tous les 4 dans vos confidences très vitaminées. Tout est jeu de texture, d'arômes, de sens, mais surtout ce fut un élange vibrant de la liberté dans l'exercice de notre émotion commune. Donc merci Julie. Merci à toi Virginie, merci à vous. Merci Elona. Merci Virginie, merci tout le monde. Merci Élise. Merci. Et merci Thibaut. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!